progresser dans l'âge de la pension, mais comment réaliser des conditions socio-économiques pour que les gens qui sont de moins de 65 ans travaillent plus. C'est une première chose. Et une deuxième chose, mais là c'est plus comme personne située politiquement à gauche et favorable à plus d'égalité, c'est important de savoir que la durée de la vie, elle est aussi fort reliée au niveau de bien-être, enfin plutôt au niveau de vie des gens. Donc, autrement dit, les personnes riches vivent beaucoup plus longtemps que les personnes pauvres. Et donc, si on souhaite un système équitable, il est souhaitable que l'âge de la pension soit d'abord le jour où il sera souhaitable de faire un âge de la pension plus élevé, qu'on commence par les gens qui ont les plus grands revenus, puisque c'est ceux-là qui vivront le plus longtemps, et accessoirement parce que c'est ceux-là aussi qui généralement ont les types de travaux qui sont les plus aisés pour continuer à travailler quand on avance en âge. Oui, parce que dans tout ça, on comprend que si on vit plus longtemps et surtout plus longtemps en bonne santé, cela suppose qu'on est apte à avoir une activité. Enfin, est-ce qu'il est même nécessaire d'avoir une activité pour pouvoir le faire? Et surtout, l'idée de vivre plus longtemps, il y a une angoisse chez beaucoup de gens, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, il ne vont pas s'ennuyer? C'est-à-dire de se retrouver qu'avec des gens qui ont 90 ans, 95 ans, même en étant très en forme, peut-être que au bout d'un moment, les gens se trouvent déjà moins séduisants les uns les autres, ont moins tendance à vouloir communiquer peut-être avec les autres. Surtout, est-ce qu'ils ont une activité? Et surtout, est-ce qu'on peut être heureux aussi longtemps? Et est-ce qu'il n'y a pas des conséquences psychologiques, la lassitude, l'ennui, qui font qu'au bout d'un moment, ben voilà, on ne meurt pas de vieillesse, mais d'un ennui mortel. Un auteur britannique disait il souhaite l'immortalité, il s'ennuie déjà le dimanche après-midi. Alors ben justement, déjà maintenant, la question de l'ennui, qui pour moi est une vraie question. D'abord, on s'ennuie au jour le jour, on ne s'ennuie pas parce qu'on vit plus longtemps. Les gens aujourd'hui ne s'ennuient pas spécifiquement par l'espérance de vie par rapport à il y a un siècle. Un siècle, 120 ans, elle a doublé. Donc on a vraiment fait des progrès. C'est pas pour ça que les gens s'ennuient plus. Je pense, mais ça, ce serait déjà un débat qui est en fait dans un autre domaine, que une société dans laquelle le travail est de moins en moins nécessaire dans son progrès technologique, il faut trouver une solution par rapport à quoi faire de la vie. C'est vrai, mais ça s'écarte du sujet. Pour le sujet lui-même, il y a une sorte de ce qu'on appelle parfois la courbe du bonheur. Quand on demande aux gens de mesurer leur propre niveau de bien-être, il y a une sorte de courbe en U, à savoir que les gens les plus jeunes sont heureux. Quand ils atteignent 30, 40, 50 ans, ça dépend d'un pays à l'autre, ils sont plutôt moins heureux. Et après, le niveau de bonheur mesuré remonte. Il remonte pas jusqu'à la fin de la vie, mais il remonte jusqu'au moment où les gens sont de nouveau en moins bonne santé, donc approchent la dégradation. Et donc, cela signifie que lorsqu'on permet d'avoir des années de vie en bonne santé, on permet des années avec un meilleur niveau de bonheur, et que ce niveau de bonheur, de bien-être, est supérieur à celui des gens de 30 ou 40 ou 50 ans. Et j'en profite pour dire, ça, parce que ça c'est intéressant pour les gens eux-mêmes individuellement, mais c'est aussi très, très important pour la société, pour le fonctionnement de la société. Une société dans laquelle les gens avancent en âge est une société beaucoup moins violente. Il existe aussi, donc, à côté de ce que j'ai appelé la courbe de bonheur, enfin ce qui s'appelle la courbe de bonheur selon l'âge, une courbe de criminalité selon l'âge. Et là, c'est beaucoup plus spectaculaire. C'est vraiment une courbe, donc ça monte entre 0 et 18 ans, et puis après ça dégringole extrêmement rapidement. Là, ce n'est pas parce que les gens vieillissent et qu'ils deviennent incapables de commettre des actes de délinquance, parce que ça diminue très rapidement dès 20, 30, 40 ans. C'est parce que, avec l'expérience, on est de plus en plus intégré dans la société, on apprend à ne pas être violent. Donc une société qui avance en âge est une société moins violente. C'est aussi, pour des raisons logiques, une société qui respecte plus l'environnement, parce que l'expression après moi les mouches est de moins en moins d'actualité, plus vous avez l'espoir de vivre longtemps. Oui, donc ça veut dire que dans ce que vous dites, on peut quand même voir un jour des gangs de personnes de 90 ans commettre des hold-up. Mais quand vous dites ça, alors on comprend aussi une chose importante dans ce que vous dites et dans votre ouvrage, c'est que
on a eu beaucoup tendance ces derniers temps à considérer à penser que la santé était une affaire de médicalisation, c'est-à-dire que c'était une affaire de médecin. Finalement, on ne traitait sa santé et son bien-être que lorsqu'on était malade. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que se posait la question. Dans ce que vous dites, on comprend qu'en fait, il faut surtout apprendre à se maintenir en bonne santé. C'est-à-dire c'est en amont qu'il faut un changement de mentalité, voire pour se maintenir en bonne santé. Mais est-ce que ça veut dire que cette question du vieillissement, elle dépend de qui? Elle dépend finalement d'une réflexion des médecins, elle dépend d'un pouvoir public, elle dépend des gens de manière individuelle. Vous dites pratiquement que vieillir, enfin le droit justement de ne pas vieillir, serait un droit humain. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'universel. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le fait de dire le danger qui peut se poser, ça serait d'avoir une civilisation à deux vitesses, enfin une humanité à deux vitesses, avec ceux qui peuvent vieillir pour X raisons, notamment des raisons financières, et ceux qui ne le pourraient pas. Et donc il y aurait cette forme d'exclusion, un peu comme on le voit dans des films de science-fiction. Hein. Donc par rapport à ça, est-ce qu'on risque cette société à deux vitesses et par qui ça doit être géré, ces questions sur la lutte contre le vieillissement? Alors, beaucoup de questions, mais je vais commencer par la dernière. Donc, non. Premièrement, de qui ça dépend de vivre plus longtemps en bonne santé. Donc, évidemment, le fait de se nourrir correctement, etc., a une influence non négligeable, mais ça vous permettra actuellement, avec la situation médicale actuelle, de vivre 80, 90, 90, 100 ans peut-être, mais pas d'aller au-delà. Et donc, les développements dans le domaine que j'ai cité, les trois grands domaines, cardiovasculaire, cancer, maladies neurodégénératives, et les développements au point de vue des sciences dans lesquelles on progresse, c'est la thérapie génique, c'est la recherche de médicaments, de produits, c'est aussi à plus long terme les nanotechnologies, et encore d'autres domaines. Donc cela n'est possible qu'avec réellement des progrès médicaux qui permettront d'aller beaucoup plus loin. Et ces progrès médicaux, cela suppose des investissements dans le domaine de la recherche de la santé, des investissements tout à fait considérables. Et ces investissements, ils peuvent être faits, on peut imaginer trois grandes catégories. Hein. Le mécène, Bill Gates, le décideur d'eux, ça n'est pas inenvisageable. Les grandes compagnies pharmaceutiques et l'État, enfin l'État, l'Union européenne. Si c'est les grandes compagnies pharmaceutiques, il y aura une période durant laquelle ce sera des produits extrêmement chers et c'est une société que moi je qualifie de profondément disruptive. Si on a cette situation dans laquelle les riches peuvent vivre sans limitation et les pauvres meurent, ça n'est absolument pas souhaitable si on se situe parmi les gens qui pensent que l'égalité est un droit humain fondamental dans le domaine de la santé, comme c'est indiqué dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Évidemment, lorsque l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été écrit avec le droit à la santé, on n'envisageait pas la vie sans vieillissement, mais enfin, c'est un droit fondamental, le droit à la santé, et quand ça devient possible de l'étendre, c'est un droit fondamental, pas seulement pour les riches, mais aussi pour tout le monde. Donc il est extrêmement important que des investissements soient faits par les pouvoirs publics, ou en tout cas que les règles juridiques rendent indispensable, rendent nécessaire le fait que les produits soient à un moment accessibles, les produits ou les thérapies soient accessibles à tous. Et la dernière chose que je souhaite dire par rapport à votre question, c'est certains diront oui, mais est-ce que ça n'est pas plus important la faim dans le monde? Alors d'abord la faim dans le monde, moi ça fait plus de 20 ans que je verse une partie importante de mon salaire à des organisations non gouvernementales parce que je pense que c'est une chose fondamentale de lutter contre cela. Mais aujourd'hui, 8 mars, il y a à peu près 150 000 personnes qui vont mourir dans le monde, 100 000 de maladies liées au vieillissement dans le nord, dans le sud. Et donc tout progrès en matière médicale qui permet de faire gagner des jours de vie en bonne santé, c'est des progrès qui pourront bénéficier tant aux pauvres et aux riches ici qu'aux gens dans le sud. Donc la différence entre un progrès qui est fait pour, entre guillemets, nos pauvres vieux à nous, et un progrès en matière médicale, c'est que le progrès en matière médicale, il peut bénéficier à tous.
Alors, ceux qui vont en profiter, je pense qu'il y aura aussi les avocats spécialistes du divorce, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'actuellement, il y a des divorces de plus en plus tard, et que les sites de rencontres, ceux qui s'inscrivent sont aussi des personnes de plus en plus âgées. Donc, si on veut vivre vieux, ça sera certainement pas forcément avec l'homme ou la femme avec qui vous êtes à 70 ans. Mais est-ce que vous pouvez dire, sur cette lutte contre le vieillissement, est-ce qu'il y a des continents, des pays qui sont déjà très avancés? Est-ce que ce sont les Américains, comme d'habitude? Est-ce que ce sont les Chinois? Est-ce qu'en Europe, il y a quelque chose qui se développe? On a parfois l'impression que c'est un domaine qui est un petit peu tabou et qui a des groupements dont on ne sait pas trop. On entend parler de transhumanisme, on entend parler de mots comme ça. Est-ce que ce sont un peu des sectes? Est-ce que ce sont des groupements qui ont... Enfin, on a du mal à avoir une véritable lisibilité dans tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire dans ça, est-ce que ce sont des phénomènes finalement qui travaillent vraiment sur l'humain ou sur autre chose que l'humain, c'est-à-dire un humain qui serait modifié? Vous avez parlé tout à l'heure de thérapie génétique. Est-ce que l'homme qui va vivre plus longtemps sera un homme génétiquement modifié? Est-ce que ou ça restera un humain tel qu'on le connaît aujourd'hui? Et donc, est-ce qu'il y a des pays qui semblent plus avancés par rapport à ça et surtout qui ont des législations différentes qui leur permettraient d'avancer plus? Alors, plusieurs questions. D'abord, dans le domaine Toujours plusieurs questions, je suis désolé. Dans le domaine de la recherche, heureusement, avec le développement d'Internet, de toute façon, ce qui se sait ici se sait ailleurs. Quelles sont les recherches performantes? C'est bien sûr aux États-Unis, mais c'est aussi en Europe, et particulièrement en France. Il y a des chercheurs vraiment extrêmement éminents, notamment par exemple Miroslav Radman. Il y a des chercheurs éminents dans tout ce qui est les recherches relatives aux cellules souches, les recherches relatives aux thérapies géniques. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu, ce n'est pas dans quel continent ça va se faire, mais plutôt l'enjeu, ce sera est-ce que les brevets, les droits d'auteur, enfin, au sens large, est-ce qu'il y aura vraiment des garanties pour que ça puisse profiter à tous, ou bien est-ce qu'il y a un risque que ce soit pour les riches? Alors, la deuxième grande question, les transhumanistes, les gens, et est-ce que changer notre corps, ça n'est pas nous changer totalement? Alors oui, c'est nous changer totalement, de changer notre corps, et on l'a fait depuis le début de l'histoire de l'humanité, on l'a même fait depuis avant le début de l'histoire de l'humanité, l'invention du feu, qui est probablement la plus grande transgression, elle se fait avant l'histoire de l'humanité. Et alors je regarde autour de moi et je vois que tous ici vous portez des prothèses thermiques, qu'on appelle vêtements, qui ne sont pas vraiment nécessaires, mais bon. Et ceux qui veulent se mettre nus, ceux qui veulent. Bon. Donc, ils rejoindront l'état de nature, et donc, mais peut-être que vous ne considérez pas ça comme naturel, paradoxe. Et donc, je donne aussi l'exemple de la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, c'est probablement ce qu'on peut imaginer de plus transgressif. Et donc, si on avait demandé il y a 100 ans à un père de famille, est-ce que vous pensez que changer le sang de votre fils, c'est quelque chose qui est souhaitable? Il aurait dit ah non, et l'opinion publique aurait dit vous êtes fou. Et aujourd'hui, quand on demande, quand on dit à un père de famille témoin de Jéhovah, vous êtes obligé de changer le sang de votre fils, et qu'il dit ah non, c'est contraire à ma religion, on lui dit vous êtes fou. Donc aujourd'hui, le chercheur qui a pour objectif de mettre fin au cancer, ou en tout cas à certaines formes de cancer, on lui dit vous faites un travail remarquable, un progrès pour l'humanité, et le chercheur qui dit moi, mon objectif c'est de mettre fin au vieillissement, on lui dit ici de nouveau vous êtes fou. Et je pense qu'une des raisons, c'est on ne s'est pas encore rendu compte que lutter contre les maladies liées au vieillissement, et donc lutter contre le vieillissement, est quelque chose qui est envisageable dans un avenir pas si éloigné que ça. Et donc, vous connaissez probablement la petite phrase ironique ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bien ici, on est un peu dans l'autre situation, c'est on ne sait pas encore que lutter contre le vieillissement est quelque chose qui est en train de devenir possible, alors on n'essaie pas de le faire. Les chercheurs progressent dans des domaines spécifiques, mais non pas, sauf certains, comme Miroslav Radman que je citais, comme Laurent Alexandre, comme d'autres, mais n'ont pas la vision globale. C'est un objectif
vraiment la lutte globale contre le vieillissement. Et alors, je voudrais dire quelques petites choses, mais peut-être qu'on peut demander aussi au public, parce qu'il y a cette idée, le vieillissement est une bonne chose. Alors, le vieillissement est une bonne chose, se dégrader progressivement et finir par vieillir, par mourir parce que vos sphincters ne fonctionnent pas, etc. Ah bon, parce que votre cerveau ne fonctionne plus. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Je pense que nous le transformons en une bonne chose parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Et donc, il n'y a pas le choix, c'est insoutenable. Comment transformer quelque chose pour lequel on n'a pas le choix et qui est insoutenable en quelque chose de soutenable? Il faut se dire que c'est une bonne mort, que c'est bien, etc. Non, je ne pense pas que c'est bien. Et je pense que tout ce qui peut nous permettre de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé est positif, pour autant que ce soit évidemment pour tous, c'est pas seulement pour quelques-uns. Vous avez cité Miroslav Random, etc. C'est vrai qu'ils sont un peu des sommités sur le domaine, qui ont fait d'ailleurs des commentaires assez flatteurs sur votre livre, mais on comprend tout l'intérêt individuel, l'intérêt collectif, sociétal, au travers de ce que vous dites, de faire reculer le vieillissement, voire de le vaincre. Mais concrètement, donc aujourd'hui, quand on entend, vous m'avez dit, le fait que j'ai arrêté de fumer, c'est assez positif pour moi parce qu'on considère que c'est un peu la seule chose qui provoque vraiment un vieillissement prématuré ou qui évite justement de vieillir, pouvoir vieillir plus longtemps. Mais par rapport à, on entend beaucoup parler de régime, de compléments alimentaires, du fait qu'il faut manger plus, manger moins. Alors vous faites un peu le bilan de tout ça dans votre ouvrage, et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça? C'est-à-dire nous dire effectivement, ben voilà, qu'est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on imagine et qu'est-ce qu'on espère? Est-ce qu'il faut manger plus? Est-ce qu'il faut manger moins? Bon, moi je sais qu'il faut que je mange moins, mais enfin, est-ce que par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a des réalités? Est-ce qu'il y a des choses qu'on connaît vraiment maintenant? Mais ce qu'on sait, on a testé des centaines de produits il y a des dizaines de produits qui ont été vraiment médiatisés, dont on parle, genre les DHEA, c'est le produit classique. Il y a des centaines de produits qui ont été testés sur l'homme, c'est exactement dont on a mesuré l'effet sur l'espérance de vie. Il y a des milliers de produits qui ont été testés sur l'animal. Malheureusement, la seule chose que je peux dire ici, c'est qu'il n'y a aucun produit pour lequel il y a un consensus scientifique pour dire ce produit-là, si on le prend, on va gagner considérablement en espérance de vie. Tout se passe comme si, en fait, pour autant que vous appliquiez les règles de base classiques, que moi je résumerai pour tout, ni trop peu, pour autant que vous appliquiez ces règles-là, la seule manière qui vous permet de gagner des années en espérance de vie, c'est de bien choisir ses parents, et donc là c'est trop tard. Voilà. Mais on peut changer. Il y a une majorité de femmes, donc pour la grande loterie génétique XY, vous avez gagné quelques années. Vous êtes né dans un pays, enfin la plupart d'entre vous, dans lequel l'espérance de vie est plus élevée. Mais donc les produits, malheureusement, à ce jour, non. La réponse simple est non. Il y a, lorsque votre corps manque d'un certain nombre de choses, les compléments peuvent être utiles. Lorsque vous fonctionnez déjà de manière idéale, moi ma conviction, mais bon, je peux me tromper, ma conviction c'est pour le moment, il n'y a rien qui permet vraiment de gagner des années d'espérance de vie en prenant un produit. De plus, pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien qui est reconnu, et donc prendre des produits peut être dangereux. Et je veux aussi dire quelques mots sur l'effet placebo, l'effet nocebo. Si vous prenez un produit dont vous êtes convaincu qu'il est efficace, vous allez, en tout cas, durant une période non négligeable, qui peut être en années, vous sentir mieux. Et bonne nouvelle, se sentir mieux, c'est plutôt favorable à l'espérance de vie, mais donc ça n'est pas le produit lui-même. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et attention, il y a aussi l'effet nocebo qui est moins médiatisé. Si vous prenez un produit où vous pensez qu'il est mauvais, vous allez perdre de la qualité de vie. Un exemple que j'aime beaucoup citer, c'était au début du XXe siècle, il y avait un médecin qui, aux États-Unis, pensait que greffer des testicules de singe permettait de gagner de l'espérance de vie. Et
pendant des années, ces greffes se sont passées, il y a eu des cliniques millionnaires qui ont été faites, et le médecin lui-même, dont le nom m'échappe, mais n'était pas un escroc, il s'était lui-même greffé des testicules de singe, et donc il a fallu plusieurs années pour qu'on se rende compte que ça n'avait pas d'effet, ce qui montre la force de l'effet placebo. Peut-être ça fait pousser les poils, enfin, ou pousser les cheveux aussi, je sais pas. C'est une des hypothèses qu'il y avait dans les testicules un certain nombre de substances qui quand même avaient un effet sur la virilité, disons. Voilà. Je pense qu'il n'y a eu que des hommes qui se sont fait greffer, ou en tout cas s'il y a pas des femmes qui Oui, il faut. mais bon, l'effet sur l'espérance de vie, lui, négligeable. Peut-être Angela Merkel. Est-ce que on entend parler beaucoup de restrictions caloriques? Ça a été un sujet assez à la mode ces dernières années, où en fait il était question de dire si on mange moins qu'il est nécessaire, ou même ce dont on a besoin, on peut se maintenir plus longtemps en bonne santé. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que qu'ont démontré les études sur ce phénomène-là? Alors la réponse est même ça, 3 petits points, parce que donc la restriction calorique était, si vous m'aviez demandé il y a 3 ans, je vous aurais dit il y a une seule chose qui fait consensus, c'est manger beaucoup moins et un peu moins que ce qui est normal, disons, ça permet de vivre beaucoup plus longtemps. Je vous aurais dit aussi manger beaucoup moins, en tout cas vous avez l'impression de vivre beaucoup plus longtemps, tellement c'est dur. Mais maintenant, malheureusement, il y a eu plusieurs études récentes qui, en tout cas, donnent des résultats contradictoires. Et certaines de ces... Donc il y a eu 2 études sur des singes rhésus qui, depuis une quinzaine d'années, vivent les uns en restriction calorique et les autres pas. Et une de ces 2 études ne donne pas réellement d'avantage pour les singes qui sont en restriction calorique. Il y a eu aussi récemment une étude transversale par laquelle on examine la mortalité et la morbidité sur des êtres humains, cette fois-ci, donc des hommes et des femmes, et on s'aperçoit apparemment, et c'est vraiment curieux, que la mortalité et la morbidité des gens un peu plus gros que la moyenne semblent inférieures. Donc, je ne comprends pas cette étude, je vais vous dire, les spécialistes non plus. Et pour moi, intuitivement, ça doit être faux. Le fait de ne pas manger trop et de rester à l'indice de masse corporelle de 18 à 25, donc ça correspond pour un homme de taille 1m75 à peu près 75 kg, mais donc il n'empêche que cette étude est là. Probablement que ce qui explique ces chiffres bizarres, c'est le fait que dans nos sociétés, les gens qui ont un poids faible, ce ne sont pas des gens qui décident de manger peu, c'est plutôt des gens qui ont un moins bon état de santé et que donc ça s'explique sur mortalité. Et donc, ça c'est la réponse longue. La réponse courte est probablement que ça fait quand même gagner un petit peu, mais pas beaucoup. Et est-ce que, au travers de toutes les conférences que vous faites, les spécialistes mondiaux que vous rencontrez, est-ce qu'il y a l'impression que lutter contre le vieillissement, c'est encore quelque chose qui est tabou? Est-ce qu'il y a une barrière spirituelle par rapport à ça? On parlait tout à l'heure de l'état psychologique, mais est-ce que est-ce que c'est comme pour l'avortement? On va considérer que non, en fait, il est important de mourir parce que c'est péché que de ne pas mourir. Enfin, en même temps, si on ne meurt pas, on ne va pas en enfer. Enfin, est-ce que vous sentez dans cette réflexion une question religieuse qui apparaît, oui ou non? Comme c'est le cas pour d'autres cas, notamment par exemple pour la question de l'avortement. Alors, les grandes religions actuelles, l'islam, la religion catholique, la religion juive, l'hindouisme, le bouddhisme, il n'y a pas de texte fondateur, ni même de texte important qui dit tu es obligé de mourir à un certain âge. Et même dans la plupart des grandes religions, il y a une vision positive. Dans la plupart des grandes religions, il y a une vision positive des soins de santé et de tout ce qui permet de vivre plus longtemps en bonne santé. Maintenant, par rapport il n'y a pas un tabou, mais il y a une sorte de... on réfrène cela de manière inconsciente, je dirais. On ne s'interroge pas là-dessus pour des raisons psychologiques. Et il existe ce qu'on appelle la gestion de la terreur,
ce sont des processus inconscients qui font que lorsqu'on parle de la mort, les gens songent de toute façon à autre chose. Et donc, ce que j'ai dit aussi sur le fait qu'on voit la mort, le vieillissement comme quelque chose de positif, tous ces éléments-là font, non pas qu'il y ait un tabou, mais qu'on n'arrive pas à se poser la question de manière globale. C'est mon analyse. D'accord, et donc effectivement, il faut bien dissocier, c'est pour ça que vous pensez qu'il est important de dissocier l'idée de la mort par rapport à l'idée de non-vieillir. C'est-à-dire que non-vieillir, en fait, c'est pas se poser la question de ne pas mourir et donc de devenir immortel, mais c'est véritablement repousser simplement une frontière. Oui, donc dans un avenir prévisible, vous pourrez toujours vous faire écraser par un camion le soir en rentrant du travail. Merci, donc le fait de ne pas vieillir ne signifie pas ne pas mourir de quelque chose d'autre, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que je dis, c'est permettre aux riches et aux pauvres de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. C'est ce qu'ils souhaitent évidemment. Donc rien ne vous oblige, comme je l'ai dit tout à l'heure, à utiliser des prothèses thermiques même quand la température le permet. Rien ne vous oblige, lorsque vous êtes malade, à aller chez le médecin. Et donc rien ne vous obligera demain, lorsque les thérapies rendront possible, enfin lorsque, ça n'est pas quelque chose d'inscrit dans les astres évidemment, hein. Lorsque, si nous décidons de faire des investissements suffisants, les thérapies rendront possible de vivre beaucoup plus longtemps, rien n'obligera les citoyens à prendre ces produits. Il existe aux États-Unis des groupes, hein, les Amish par exemple, qui n'utilisent pas les technologies, ni Internet, ni même les voitures. Ils utilisent des voitures à cheval. Bon, ce sera possible, même si la voiture à cheval, pour les États-Unis, c'est déjà un progrès technologique, puisque le cheval a été importé d'Europe. Mais ça, peut-être qu'ils ont oublié. Très bien, donc en fait on comprend que pour tous les gens qui sont dans cette salle peuvent comprendre que finalement arrêter de vieillir, ça va pouvoir devenir possible, c'est quelque chose que nous pourrions vivre ou connaître, mais que ça nécessite donc d'un investissement, c'est-à-dire que ça nécessite une volonté en fait à la fois politique et à la fois économique. Oui, donc attention, encore une fois, il n'y a pas un sens de l'histoire certain. Donc, ce qui est certain, c'est que durant les 120 dernières années, à peu près, nous avons gagné une moyenne de 3 mois par année. Ce qui est certain, c'est que les progrès médicaux sont considérables. Ce qui est certain aussi, c'est qu'on ne voit pas le bout, qu'il n'y a pas un obstacle, il n'y a pas quelque part l'équivalent de la vitesse de la lumière dans le domaine de la santé. Donc votre corps se dégrade par toutes sortes de mécanismes et il y a des mécanismes de régénération qu'on peut faire progresser. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à un moment à des mécanismes de régénération égaux aux mécanismes de dégénération. Mais ça dépend de nous, ça dépend de l'opinion publique et des investissements qui seront faits publics. Et ça dépend évidemment des politiques, ça dépend des chercheurs. D'accord, donc on comprend qu'en fait, c'est effectivement un choix c'est une possibilité technologique et un choix des individus. C'est-à-dire c'est un choix humain autant qu'une possibilité technologique. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si, je crois que le temps c'est encore bon ou non, c'est écoulé, d'accord. S'il y a une question, si vous voulez réagir par rapport à ça. Non, c'est toujours très difficile d'avoir. Oui. J'ignore si c'est un thème que vous abordez dans votre ouvrage, mais ce que vous venez d'évoquer me fait penser qu'il pourrait y avoir différents facteurs qui pourraient enclencher un cercle vertueux. Notamment, vous évoquiez les accidents de la route. On peut imaginer qu'à partir du moment où on reste en bonne santé beaucoup plus longtemps, on va probablement avoir envie aussi de se prémunir, par exemple, des accidents de la route. On va peut-être aussi avoir beaucoup plus envie de protéger son environnement, puisque ça vous l'évoquiez. Mais donc, finalement, il pourrait y avoir toute une série de cercles vertueux qui feraient que d'autres causes de mort ou de handicap, de souffrance seraient éliminées également. J'aime bien l'expression cercle vertueux, en effet. Plus
C'est un aspect que je développe aussi dans le livre. Plus la vie est longue, plus elle devient précieuse, plus on arrive à lutter contre les maladies, notamment liées au vieillissement, plus on a le temps pour s'attacher les uns aux autres. Et les progrès technologiques n'ont pas que des aspects positifs, il y a aussi des risques extraordinaires liés aux progrès technologiques. Donc je pense que c'est aussi une question fondamentale. Si on décide de faire des investissements, tout ce qui permet à l'être humain de devenir plus résilient, nous entraîne vers ce cercle vertueux qui est moins de souhaits de violence, plus de souhaits d'aller plus loin dans la vie en bonne santé, et donc aussi notamment des mesures contre tout ce qui sont toutes les autres causes de décès. Maintenant, je voudrais aussi dire un mot par rapport au terme mortalité, immortalité. Très important, il est fort important de savoir qu'un monde dans lequel on vivra beaucoup plus longtemps ne va pas être un monde qui va changer fondamentalement du jour au lendemain. En fait, je donne toujours l'exemple, vous savez qu'avec ça, en à peine 20 ans, on s'est retrouvés tous avec plus d'accès aux connaissances que le président des États-Unis il y a une vingtaine d'années. Donc là, ça a été un changement radical, mais qui malgré tout ne vous apparaît pas quand vous utilisez votre smartphone. Vous n'avez plus déjà l'impression maintenant de faire quelque chose de totalement contraire aux lois de la nature. Personne n'aura 150 ans demain. Si aujourd'hui on trouve, on ne trouvera pas aujourd'hui, mais supposons qu'aujourd'hui on trouve la pilule miracle qui permet de ne plus vieillir, ça veut simplement dire que dans 10 ans, la personne la plus âgée au monde aura 124 ans, et dans 10 ans vous aurez 10 ans de plus en âge réel, mais pas 10 ans de plus en âge biologique qu'aujourd'hui. Et donc ça n'est pas un changement aussi radical qu'il en a l'air. C'est un changement qui peut se passer de manière progressive. Oui, surtout, évidemment, si ce changement concerne la majorité des citoyens et pas une minorité. Oui, parce que c'est vrai que la question on dit toujours, c'est d'accord, arrêtez de vieillir, d'accord, mais à partir de quel âge? Parce que dans l'idée, c'est de dire, c'est vrai que si on peut arrêter de vieillir à partir de 30 ans, c'est bien, mais si on arrête de vieillir à partir de 90, bon, c'est un peu moins pratique. Enfin, on a moins de... Peut-être les choses deviennent plus limitées. Oui, là, je n'ai pas parlé de cet aspect-là, mais il est certain que si la maîtrise des mécanismes liés au vieillissement devient suffisante pour arrêter le vieillissement, on pourra également envisager les mécanismes de rajeunissement, pas tellement plus longtemps après, ça c'est clair. Déjà maintenant, quand vous êtes atteint de certaines maladies justement pas neurodégénératives, quand vous êtes atteint de certaines maladies dégénératives que l'on maîtrise, eh bien, si vous êtes soigné, ça apparaît comme une forme de rajeunissement, bien sûr. Oui, d'accord. Donc ce que vous dites, c'est quand même intéressant, et en tout cas assez intriguant, c'est le fait de dire on peut même arriver à ne plus parler de ne pas vieillir, mais véritablement de rajeunir ou de faire rajeunir une partie de son organisme. On peut l'envisager à terme, mais encore une fois, ce n'est pas des choses qui aujourd'hui sont disponibles. Aujourd'hui, vous avez des milliers de produits qui sont disponibles qui prétendent à des effets de rajeunissement, dont d'innombrables en matière cosmétique. Par définition, un produit cosmétique ne peut pas avoir un effet pour la santé, sinon ce ne serait pas un produit cosmétique. Et les autres produits, je retombe sur ce que j'ai dit tout à l'heure, malheureusement encore rien, avec une efficacité non discutée et toujours les risques d'effets secondaires qui ne sont pas encore bien connus. Oui, donc plutôt qu'acheter ces produits, il vaut sans doute mieux acheter votre livre. C'est beaucoup moins cher. Oui, j'ai une question. Je me souviens avoir vu une émission avec Jeanne Calment, journaliste, lui posait la question quel est votre secret? Et elle a répondu pas de stress. Voilà, jamais de stresser, jamais angoissé. Et je crois que vous en parlez aussi dans votre livre, voilà, la question du stress au travail aujourd'hui, etc. Pouvez nous dire 2 mots là-dessus, pour l'évolution? Je répondrai un peu en contradiction. La seule chose qu'on retrouve chez quasiment tous les super centenaires, et donc, outre que ce sont généralement des femmes,
mais c'est plutôt le bonheur. Que quand on leur demande qu'ils sont satisfaits que les gens sont satisfaits de leur vie. Ça, c'est la seule chose. Pas de stress, je ne dirais pas tout à fait. C'est encore une fois la règle du pas trop, pas trop peu. Donc, c'est certain qu'une vie sans sous aucun incitatif ne va pas non plus être favorable à une vie plus longue en bonne santé. Et d'ailleurs, l'espérance de vie des gens qui sont dans un environnement plutôt stressant n'est pas tellement inférieure à l'espérance de vie. Donc, pas de stress, non, mais évidemment pas une vie super stressante non plus. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans les produits qui permettent de gagner des années de vie, ou plutôt dans les produits qui sont indispensables à petite dose, il y a notamment des produits qui ont pour effet un petit stress, un effet de déclenchement du système immunitaire, etc. Donc, pas de stress, je ne dirais pas tout à fait, je ne prendrai pas cette réponse-là tout à fait. Je sais qu'on approche de 15 heures, donc je dis déjà que, donc comme c'est mon sujet favori pour les 2 prochains siècles, même après, n'hésitez pas à me retrouver soit au stade 212, oui. Et soit jusqu'ici à côté. J'adore répondre aux questions. Oui, parce que juste une chose, quand vous parlez du stress, je pense que dans tout ce que vous avez dit, je comprends qu'on n'en manquera pas, notamment sur le fait que d'une manière biologique, les femmes pourraient avoir des enfants beaucoup plus longtemps. Je pense que pour beaucoup d'hommes, entendre sa compagne dire, par exemple, à 60 ans, chérie, et si on faisait un enfant, ça peut être quelque chose d'assez stressant, effectivement. On peut le dire comme ça, mais on ne pourrait pas le dire parce que comme c'est enregistré, ma compagne regardera. Voilà, donc écoutez, s'il n'y a plus de questions, oui, est-ce que madame? Oui, c'est ça, c'est comme le cholestérol, c'est pas de mauvais stress, voilà, c'est ça. Oui, non, mais j'ai pas dit que c'était un mauvais stress, hein, cette proposition d'enfantement, mais enfin, des fois, ça peut être... C'est quand même surtout les femmes qui proposent, les hommes ont tendance à dire oui. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous... Oui, pardon. Oui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, vous pouvez retrouver Didier Cornel, qui est donc bruxellois aussi, donc sur le stand de 212, où il sera ravi de continuer cette conversation. Merci beaucoup. Internet qui est indiqué en fin de l'ouvrage, vous avez pour le moment la prochaine c'est le 29 mars, le Mundo. C'est une journée qui sera consacrée à l'ensemble des problématiques. Jusqu'à présent, mais aussi d'autres personnes, notamment du mouvement écologiste, mais aussi de sculpteur Laurent Alexandre. Ici un bic. Merci. Est-ce que vous avez un souhait de texte? Est-ce que vous avez rendez-vous en 2030? Non, je vais y aller. Le 8 avril. Le 8 avril. Le 8 mars, j'aurais dû mettre. Je me suis distrait. Bon, ça fait 100 ans et 1 mois. Merci beaucoup. C'est le mien. Voilà. Merci. Voilà. Bien sûr. Voilà. Ah mais non, puisqu'on va tous devenir centenaires, tu penses bien, alors ça n'est pas bon pour le business. On va... Oui, allez.
C'est aussi la dernière génération, c'est peut-être la dernière génération des ristournes pour les seniors. Pas d'amour.